Bonjour à tous. N'hésitez pas à prendre les places de devant, hein. Il n'en reste plus beaucoup là. Remplissez, remplissez. Bon, ça fait plaisir d'être là, de vous voir, moi, plus ou moins avec les lumières, pour cette nouvelle partie de Dev and Deploy. On va faire un peu ça va être une aventure dont vous êtes le héros. Est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Levez la main. Ouais, c'est bon, je suis en public conquis. C'est la suite, plus ou moins, d'un premier talk qui était le GitOps dont vous êtes le héros. Est-ce que vous l'avez suivi? Levez la main. Il y en a quelques-uns quand même. Bon, vous êtes encore là, donc vous avez aimé. C'est ça. Je vous dis, c'est la suite. On va continuer l'histoire, mais après, il n'y a pas de prérequis particulier par rapport à ça. L'histoire, en fait, c'est que vous étiez responsable, je suis responsable, et vous aussi, de déployer une application qu'on appelle le site en production. Et c'était très chaotique, très difficile, au point qu'à un moment donné, la direction a tapé des points sur la table et a dit il faut faire quelque chose ou on arrête tout, et c'était vraiment la crise. Et on a réussi, vous avez réussi en fait, en empruntant la voie du GitOps, à faire en sorte que les déploiements soient un non-événement, et pour ça, vous avez appris à maîtriser Argo CD, Kustomize, Helm, DAL pour certains, même il y a eu des gens qui étaient très très motivés pour DAL. Vous avez appris à gérer les secrets en production, tant et si bien que le modèle que vous avez mis en œuvre est devenu un véritable succès et a été reconnu dans votre entreprise. Donc c'est super, tout se passe bien, vous avez été convié pour en parler auprès de la guilde des décideurs, pour expliquer ce que vous avez fait, comment vous avez fait, et vous avez vu que vous avez monté en prestige quand même là-dessus, vous avez pris une certaine aura. Donc là, vous avez bien progressé, vous avez un certain niveau dans votre société. Et on en est là. Et maintenant, il y a une nouvelle aventure qui se prépare parce que, comme vous avez brillé, ça va attirer un certain nombre d'envies aussi. Et du coup, un certain nombre de dangers. Et donc, on va faire une nouvelle partie de Dev and Deploy. Moi, je m'appelle Louis Tourner. Je serai votre maître de jeu pour cette partie-là. Je travaille à Zenica Lyon. Je ne fais pas des parties de jeux de rôle à Zenica Lyon. J'ai un autre boulot un peu plus sérieux. Voilà. Commençons l'aventure. Donc, d'autres vastes royaumes, vous avez mis en place du Cube, du GitOps, vous avez OnSpace avec le site, tout se passe bien. Il y a du succès, ça marche bien. Et ce nouveau territoire que vous avez mis en œuvre, il fait des envieux au sein du royaume de l'infrastructure. Et la guilde des décideurs a ordonné, devant ce succès, que votre royaume, le vôtre, soit occupé par son armée d'applications legacy. Je ne sais pas si vous connaissez WebSphere, WebLogic, des trucs qui font un peu peur comme ça. Et vous n'avez pas le choix, c'est la guilde des décideurs, donc il va falloir y aller. Mais quand même, vous dites, je vais y aller, mais je vais me débrouiller pour protéger mes clusters de tout ça, parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts, et je n'ai pas envie que les armées legacy, avec le général de Flamengo, ils envahissent tout, et puis poutent toutes mes ressources, et récupèrent tout, et il n'y a plus rien qui marche chez moi, quoi. Donc il va falloir que je protège mon cluster. Après, c'est des nouveaux concepts que je n'ai pas mis en œuvre, je n'avais pas eu besoin de les mettre en œuvre jusqu'à présent. Donc forcément, je vais aller demander conseil, comme d'habitude. Alors là, je ne suis pas allé voir Google, cette fois on va aller directement aller voir Gandalf, si ça vous va. Et on va lui demander des conseils sur comment faire ça. Alors on explique ce problème à notre ami et mentor Gandalf, qui est dans son laboratoire, en train de faire travailler, faire des expériences. Et il nous explique qu'effectivement, on a bien raison de se méfier parce que ce n'est pas sans risque du tout. Et donc, il va nous aider des conseils, mais comme d'habitude, il ne vous donne pas des conseils comme ça gratuitement, il va falloir les chercher, il va falloir trouver au fond de vous-même, il va vous entraîner cette fois, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Legolas la dernière fois. Et donc, il va nous proposer un quiz, un entraînement pour progresser, pour nous mettre à l'épreuve. Vous êtes prêts ? Donc le principe, c'est que je vous poserai des questions. Il y aura un certain nombre de réponses possibles. Quand la réponse plaira, comme vous êtes réveillé, que vous êtes en forme, vous allez applaudir. Je compte sur vous. Allez, on est prêt. Je sens qu'il y en a certains qui sont chauds là, tout de suite. Première question. Qu'est-ce qu'un node? Un truc en JS, mais moi, je fais du bac. Je ne touche pas aux JS, donc je ne suis pas tout à fait sûr. C'est un conteneur applicatif qui tourne dans une machine. C, comme le disque C.
D, c'est une machine du cluster K-Vitesse. Très bien. Donc effectivement, un node, pour avoir un peu de terminologie, c'est une machine du cluster K-Vitesse. Il faudra qu'on protège un peu nos nodes. Donc notre cluster, il est constitué de plein de nodes. Vous avez progressé déjà. Qu'est-ce qu'un namespace? Petit a, une façon de séparer les ressources dans un cluster K-Vitesse. Petit b, une façon de séparer les ressources dans Linux. Petit c, un amas de constellations dans l'univers de Star Trek. Petit d, un mot anglais pour désigner un besoin d'espace naturel quand beaucoup de gens mangeaient autour de vous des pâtes au pistou. Alors là, j'ai un doute. A. OK. B. Un peu moins. D. Ouais, bon, c'est A. C'était drôle. Alors, effectivement, c'est la réponse A, à savoir que la réponse B n'était pas fausse, mais dans notre contexte, elle n'était pas appropriée. Donc, c'est aussi, dans Linux, ça existe, la notion de namespace. Question 3. Quelles ressources ne sont pas partageables entre pods d'un même node? Les processeurs, la RAM, le kernel, le whisky, l'adresse IP. Ouh, ça a l'air dur, ça, comme question. Je répète. J'ai un cluster, j'ai des pods qui sont sur un même node, donc mon node, ma machine, mes pods que j'ai démarrés. Qu'est-ce qui ne peuvent pas partager? Processeur, RAM, kernel, whisky, adresse IP. Bon, vous avez choisi le whisky. Alors, c'est vrai, ils ne peuvent pas partager le whisky, bien qu'ils aimeraient bien trinquer, ils sont obligés de se servir des verres différents. Mais ce n'est pas non plus le bon contexte, c'était l'adresse IP en fait. Deux pods au sein d'un même node ont une adresse IP forcément différente. Question 4 sur 5. Là, il y a 2 réponses à mettre. Est-ce qu'un pod peut, écoutez bien, faire des requêtes vers un autre pod dans le même namespace? Ok, je la retiens. Faire des requêtes vers un autre pod dans un autre namespace. C'est partager la même IP qu'un autre pod dans le namespace. Là, vous avez suivi. D, devenir root sur le node. Non plus. E, tromper 1000 fois 1000 personnes. Bon, vous avez choisi la A et la B. Et effectivement, donc là, on a progressé. On est level 1. Hop. Et on a continué, c'est bien. C'était tout à fait ça. Dernière question d'entraînement. Est-ce que je peux restreindre les ressources utilisées par les pods? Oui, grâce à l'article 47.1. Non, Cube, c'est de l'anarchie. Oui, les quotas et les limites, ça existe aussi dans Cube. D, vous voulez pas un whisky avant? C'est la C. Donc vous avez appris pas mal de choses, ou rappelé pas mal de choses, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas, quelques bases, un peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut partager ou pas. Il va quand même conclure avec d'autres explications, d'autres problématiques qu'on peut rencontrer quand on doit partager notre cluster. C'est que va falloir gérer les montées de version du cluster. Et quand on dit montée de version de cluster, ça veut dire que possiblement il y a des API qui changent et du coup des pods qui sont déployés, s'ils ne sont pas mis à jour dans ces versions-là, ou ils utilisent des trucs deprecated, ils ne vont plus fonctionner. Les conflits possibles entre des ressources partagées, par exemple contre les URL, vous avez plusieurs pods qui sont exposés à travers ce qu'on appelle un ingress. En gros, c'est un point de sortie à l'extérieur. Il a une URL avec un nom DNS ou quelque chose avec un slash. Ça, potentiellement, si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez le définir plusieurs fois. On ne vous dira rien, ça va foutre le pro. Je dirai rien. Et puis, il y a certaines ressources. J'ai besoin d'installer, par exemple, Argo CD, parce que j'aime bien Argo CD.
Argo CD, ça installe des CRD avec des versions. Bah, ça, il va falloir gérer pour chaque projet les desiderata. Lui, il a besoin d'Argo CD, lui, en telle version, lui, il a besoin de ça, etc. Donc ça va être aussi assez compliqué. Et donc là, vous êtes prêts? Petit échauffement. Maintenant, on va commencer. On va retourner à la taverne, notre lieu classique de rendez-vous pour commencer toute bonne aventure. Et devant ce défi très important, quand même, vous aider, vous ne serez pas seul, parce que c'est vraiment un gros défi qui nous attend. Vous allez pouvoir choisir cette fois un compagnon pour vous accompagner. Alors, un seul compagnon parmi trois. Ces trois compagnons auront des caractéristiques différentes, avec des capacités différentes. Le premier, il va s'appeler Capsule. Il est assis au fond d'une taverne, il est discret. C'est un hobbit, un peu roublard en fait. Il n'est pas très fort, mais par contre, il est plutôt rapide. Et puis, il a des petits trucs pour attacher les gens, les lier à des endroits. Voilà. L'autre personnage que vous avez, c'est V-Cluster, une magicienne elfe. Elle a un sort, mais balèze, pour créer des clusters dans des clusters. Ou alors, vous avez Capi, le guerrier nain. Lui, c'est un tank. Il dit, ton problème, c'est de partager les clusters. T'as qu'à pas les partager, puis t'en crées des nouveaux, moi je t'en force. Hein. C'est une réponse. Du coup, qui voudrez-vous choisir? Donc, le Hobbit roublard, qui va attacher et limiter ce qu'on déploie dans un namespace. V-Cluster, qui a un sort qui crée des virtual clusters dans des clusters, et puis même peut créer des virtual clusters dans les virtual clusters, c'est sans fin. Ou alors Capi, qui lui, il va vous forger une infrastructure et provisionner directement des clusters dedans. Alors, le Hobbit, ok. La magicienne elfe, ok. Ou alors le nain forgeron. Vous avez choisi le nain forgeron, ok. Eh bien, allons-y. Donc Capi, le dernier nain. Alors Capi, c'est l'acronyme pour Cluster API. C'est une solution qui est proposée directement par Kubernetes. En fait, ça sera un peu l'équivalent d'un Rancher ou d'un autre truc, avec le côté aussi provisioning d'infrastructure. On peut le voir ça comme une distribution qui va gérer le côté infrastructure et le côté provisioning de cluster. Du coup, sa force, c'est que c'est une isolation complète, quoi. On a un nouveau cluster, on est complètement isolé. Par contre, faiblesse, forcément, il va demander plus d'infrastructure. Force aussi, c'est un projet prometteur. Il y a pas mal de providers qui investissent dedans et qui proposent différentes solutions. Par contre, comme il va vous provisionner l'infrastructure, c'est lent. C'est beaucoup plus lent que démarrer un V-cluster ou autre chose. Truc sympa, c'est qu'il y a plein de providers. Par contre, la peinture n'est pas fraîche pour tous. Même en général, ça bouge beaucoup. Il y a pas mal de releases. Donc vous n'êtes pas à l'abri que des fois, ça ne soit pas au point d'avoir quelques déconvenues avec ça. L'architecture, comment ça fait? Ouf, vous voyez pas grand-chose. Bon, en haut, tout en haut, vous avez un gros cluster à vous. Ça, c'est votre cluster de management, parce qu'en fait, vous allez gérer vos clusters comme étant des ressources Kubernetes. Et donc, à l'intérieur d'un cluster de management, vous allez créer des clusters. Derrière, il y aura différents providers pour pouvoir créer une infrastructure sur AWS, sur GCP, sur Azure, dans VMware, dans OpenStack. Enfin, il y a plein de providers avec après différentes manières, différentes implémentations pour faire ça. Donc, le côté marrant, c'est que vous faites des commandes kubectl pour créer un cluster, quoi. On va y aller? On commence. Donc, on va créer notre vrai cluster. Alors là, c'est une histoire de mythologie naine, en fait. À la naissance du monde, Dieu, le grand Kaisei Tower, crée un premier cluster de management. Ce cluster, père de tous les clusters, il a initialisé des providers pour GCP et autres, et après, il enfanta, alors ça a été un peu long, mais des nouveaux clusters. C'est ce qu'on va faire, en fait. Donc, allons-y pour ça. Donc,
Là, je surjuste, en fait, je vais créer dans des variables d'env les différents credentials, les trucs comme ça que je vais utiliser. On va les retrouver là. C'est juste un raccourci pour moi. Donc, on a dit qu'on allait commencer par installer le management cluster. Je vais juste vérifier parce que j'en ai plusieurs. On va d'abord créer un management cluster. On va le faire avec Kind. Vous connaissez Kind? Oui? Non? Le temps que ça se crée, ça permet de faire en gros du cube dans du Docker. Kind pour Kubernetes in Docker. Donc il y a un binaire, Kind, on lui dit crée-moi le cluster, on lui donne la version en question. Donc là, ça lance, ça crée le cluster, ça va relativement vite. En plus, les images ont déjà été poolées, donc ça va relativement rapidement. Et une fois que j'aurai ce cluster, donc ce cluster sera vide, entre guillemets, je vais le charger avec les providers. Donc là, je vais partir sur un provider, sur le provider de GCP. Parce que c'est bien, GCP, pourquoi pas. Okay, donc là, je précharge pour gagner un peu de temps aussi des images derrière pour que ça aille plus vite. Donc je change de contexte, j'ai bien la bonne version, et mon cluster, il est up and running. Je vais vérifier quand même que je suis sur le bon contexte. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, je suis sur le bon cluster. Donc là, j'ai un cluster avec un seul nœud, il n'y a pas grand-chose d'autre dedans. Ensuite, je vais l'initialiser. Donc, je vais installer la partie management cluster. Là, je vais passer mes premières commandes avec un outil qui s'appelle clusterctl pour ça. Donc, je commence par exporter un certain nombre de variables. Je vais initialiser mon clusterctl, donc je vais lui dire utilise infrastructure GCP, je peux lui dire infrastructure AWS ou autre. Donc là, il récupère les différents providers, et puis on va voir qu'il se passe des trucs au niveau de mon cluster. Donc là, il démarre des cert managers, et puis il va démarrer différents composants qui derrière vont me permettre, en fait, il va démarrer ces opérateurs qui me permettront après de gérer mes clusters classiques. Quand je vous disais que ça avance vite, la semaine dernière, c'était encore la 1.4.3, là, c'est en 1.4.4. Ok, donc là, c'est quasiment initialisé. Hop, quoi d'autre? C'est bon. Là, on a fait... On n'a pas encore lancé, donc il faut que je lance la création du cluster. Donc là, je vais setter en fait le projet GCP. Donc j'ai créé un projet GCP qui s'appelle Elternal Talk, c'est vachement original, qui est dans une région en particulière. Il faut que je coupe ça. Je set le type de machine que je vais avoir pour les nodes, pour les workers. Donc je fais du N2 standard 2. C'est un type de machine. Et je lui dis, je vais avoir un control plane et 2 workers. Ce n'est pas un cluster qui a du HA, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, je passe ma commande clusterctl pour lui dire, génère-moi en fait un fichier de cluster. Donc ça va être en fait des ressources au format Kubernetes que comprend maintenant mon management cluster parce qu'il a eu les bons CRD, les bonnes cluster ressources définition. En gros, un nouveau vocabulaire qui lui définit ce qu'est un cluster. Donc là, ça m'a généré le fichier. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Alors, on peut après versionner tout ça, mais là, on va prototyper la solution. Après, on pourra avoir du Helm, du Customize ou autre qui gère directement ces templates-là. Et donc, j'applique. Là, si je regarde de l'autre côté, maintenant, je dois avoir des objets cluster. Voilà, j'ai un cluster de démo qui est en train d'être provisionné. Avec la commande kubectl aussi, clusterctl, je peux voir aussi l'état de mon cluster. Donc là, c'est relativement long. Il va en fait initialiser des machines. Je vais me mettre en full screen là-dessus. Je vais vous décrire un peu les objets qu'il a. Donc là, cluster name, c'est démo, c'est ce que j'ai chargé en env. Donc, on peut voir en fait qu'il y a plein de choses qui sont à false.
il décompose, on a un objet cluster qui va contenir des machines. Les machines, il est en train de les popper. On a deux typologies de machines. On a la machine ou les machines du control plane, et puis les machines, les worker nodes. Il commence par le control plane. Donc là, si je regarde au niveau de GCP, alors j'ai d'autres... j'ai oublié le S. Donc là, en fait, bon, il y avait un autre cluster qui tournait. Il ne les a pas encore démarrés. OK. Donc ça, c'est... Je ne vois pas encore mes autres machines tourner, mais ce n'est pas grave. On peut voir aussi, par contre, au niveau de cube, les objets clusters. Donc c'est ce qu'on voyait dans NFS, mais on peut voir les machines. Donc là, il y a 3 machines. Il y a le control plane qui est en train de provisionner, donc il n'est pas encore démarré. En fait, en gros, il est en train d'instancier, de popper une machine, et après, une fois qu'elle sera popée, qu'elle sera disponible, il va lancer un kubeadmin pour initialiser le control plane. Il va partager les secrets dans notre cluster KNFS. Le cluster les autres machines vont être démarrées, donc les deux autres worker planes. Ils vont récupérer le secret via notre cluster de management. J'ai dit tout à l'heure cluster KNFS, c'était cluster de management. Donc là, ça prend un certain temps. On va en profiter en fait pour voir précisément le fichier que j'ai généré, sur lequel j'ai fait un apply, qui est ce fichier. Donc voilà à quoi ça ressemble la définition d'un cluster. On a un premier objet de type cluster. Je lui dis qu'il utilise kubeadm comme control plane. On a plusieurs solutions. On n'est pas obligé d'utiliser kubeadm. Et en fait, derrière, au niveau infrastructure, on va lui dire utilise infrastructure, la référence d'infrastructure qui s'appelle GCP cluster, qu'on va retrouver juste en dessous. Donc ça, c'est mon projet d'infrastructure. On voit le projet, on voit la région. En gros, c'est la grosse enveloppe qui correspond à mon projet au niveau de GCP. Là, après, on a les configurations du control plane. Il n'y en a qu'un seul. On va retrouver le cloud provider, et puis on va trouver un peu de conf. Tout ça, c'est templétisable, on peut le reproduire, le réutiliser, et c'est normalisé. Donc après, si je veux faire la même chose sur AWS, il y aura quelques variantes sur le cloud provider, mais globalement, j'aurai à peu près les mêmes choses. Et derrière, je référence une machine template étant la machine template, ce qui va démarrer derrière pour l'infrastructure. Ma fameuse machine template, c'est ça. Elle se base sur une image, donc l'image que j'ai buildée avant. Ce n'est pas une image Docker, hein, c'est une image d'operating system. Donc là, il est basé sur un Ubuntu 22.4. Et c'est pour un cube 1.25. Et puis derrière, on a les machines de deployment. Vous avez compris le concept. On a les objets Kubernetes en fait qu'on manipule et qu'on peut voir du coup là, si je fais un car get machine, hop, j'ai déjà une machine, j'ai le control plane qui a été monté. Je vais le mettre en haut parce que je crois que vous voyez. Vous voyez mieux là peut-être. Donc là, on voit qu'on a déjà démarré le control plane, qu'il a été provisionné. Et les autres sont en pending. Donc il est en train de continuer de provisionner le control plane et après il va démarrer les autres machines. On peut voir qu'il y a un équivalent d'ailleurs sur GCP. C'est une GCP machine en fait. Tout simplement. Alors on peut voir aussi forcément les événements qui se passent. Donc si on regarde là, j'étais sur le cluster. Mais on peut voir les événements, tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est provisioning. Il a fait une partie de l'infrastructure. Il a provisionné des choses. Donc ça, c'est les events classiques Kubernetes qui sont reportés derrière dans les states de mon objet cluster. Mais on peut aussi voir ça de la même manière avec un cluster. Si on fait un describe, on va voir que là, déjà, ça a pas mal avancé. On a le control plane qui est ready. On a les machines qui sont en train de se démarrer. C'est en cours, les machines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà, maintenant que mon control plane est ready, on va récupérer la config qui me permet de me connecter au cluster. Hop, donc là, comme je ne me rappelle pas toutes les commandes, j'ai des scripts pour ça.
Donc c'est une commande clusterctl en fait. C'est un raccourci, c'est quelque chose qui est mis en secret derrière, qu'on peut récupérer aussi de cette manière-là. Donc là, j'ai mon cube config. Si je fais un cat 2, j'ai un cube config classique avec des certificats, avec une adresse IP, etc., etc. Donc là, je peux commencer à requêter mon cluster, voir dans quel état il est. On va demander les nodes. Donc, ah ben, ok, les nodes sont là. On a instancié notre cluster. On est up, on a déjà fait ça. Alors, il n'est pas fini d'être initialisé, d'être configuré. On va voir ça ensemble parce que c'est un jeune enfant en fait. Et donc, on a notre cluster qui est peuplé, qui est sur GCP. Il a été instancié. Bah ouais, ok. Bon, c'est fait aussi. Donc maintenant, il va falloir le configurer. Alors, ça nous a coûté un peu d'infrastructure. C'est ça, ce bruit-là. On a perdu un peu d'or. On était à 10 pièces d'or, on a perdu 5 là, parce que ça coûte de l'argent l'infrastructure. Donc, on va le configurer. Pour ça, on va installer différents composants. Trafic, un Argo CD. Avant, on va quand même installer, si vous avez vu là, il me dit not ready. Not ready, c'est parce qu'en fait, c'est un cluster à vide installé par kubeconfig. Ça veut dire qu'il n'a pas le composant réseau qui lui permet de parler correctement entre les pods, qui s'appelle un CNI. On va installer un qui s'appelle Calliope. Ça commence par ça. On va le voir tout de suite. Donc on va le configurer. Non, je suis allé trop vite. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. C'est pas ça. Notre config. Oui, je vais changer la config d'abord. Non, configure. Oui, si, c'était ça. Donc voilà, c'est Calico. Cherchez. Donc j'ai mis à dispo dans mon dossier un dossier avec les YAML de Calico. Donc j'installe un Calico. J'installe Trafic. Donc Trafic étant une ingress qui va me permettre de communiquer vers l'extérieur. Donc là, j'ai déjà pas mal de composants qui sont dispo. Si je regarde les nodes comme tout à l'heure, ils sont passés ready maintenant. Si je regarde les pods, vous voyez qu'il y a un Calico qui est démarré, il y a pas mal de choses qui sont, il y a un trafic, il y a pas mal de choses qui commencent à tourner. Je vais exposer ce cluster-là à l'extérieur, parce que par défaut, il n'y a pas de règle d'exposition à l'extérieur. Il est, entre guillemets, fermé. Alors, il y a quand même une règle qui me permet, quand on crée un cluster, d'accéder à l'API serveur. Là, j'ai rien eu à faire, ça a été géré directement. Donc, il a créé des règles de firewall et un système de redirection pour qu'il puisse directement aller taper dedans. Donc, je vais configurer la partie globale qui me permettra d'exposer mon trafic. Forcément, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, je vais la supprimer. Je suis allé trop vite tout à l'heure. Donc là, je vais créer des règles en fait qui vont permettre d'exposer sur l'extérieur. Donc ça va être créer ce qu'on appelle un nombre d'instances managées sur lequel il va mettre une ligne de vie. Et avec ça, il pourra créer des règles qui permettent d'accéder au port sur lequel mon trafic est démarré en checkant en permanence ces lignes de vie. Et ensuite, je pourrais créer un firewall là-dessus. C'est pas très lisible. Pas obligé on va le laisser travailler là-dessus. Et on va simplement, pendant ce temps, hop, donc, je vais mettre ça en grand d'ailleurs. Si on revient là, sur notre cluster,
Maintenant, on peut voir que tout est, voyez, tout est marqué en running. C'était déjà le cas. On peut voir derrière, en fait, si on regarde les objets machines, par exemple, s'il veut bien me donner la main. Les machines, on a le provider, on a la version, on a le nom du node, on a plein d'informations. On peut voir dans les statuts ce qui s'est passé. Alors, si on se connecte, on aura un peu plus d'infos, mais on voit déjà qu'il est passé en ready. Si jamais, pour une raison X ou Y, en fait, le node disparaît, tel que c'est fait, en fait, il va essayer de remonter les choses. Parce que c'est des ressources qui gèrent comme des objets Kubernetes. Donc, si on supprime un pod dans Kubernetes, il va essayer de le remonter. Là, c'est pareil. Si jamais je veux augmenter le nombre de nodes, en fait, de la même manière, je vais lui dire, je vais modifier mon descripteur de mon infrastructure en lui disant, bah voilà, tu n'as pas 3 nodes, tu n'as pas 2 worker nodes, tu en as mettons 5. Je vais appliquer tout ça et il va automatiquement me recréer une infrastructure avec ça et faire toute la boucle de réconciliation pour que ça aille bien. Du coup, il est toujours en train de créer la partie backend service. On doit arriver vers la fin. Donc là, il a créé, je lui ai fait créer un backend en HTTPS et un backend en HTTP pour avoir deux URL différentes pour accéder à mes infras qui sont derrière. Ça me permettra après derrière d'installer un Argo CD que je vais exposer à l'extérieur et d'avancer là-dessus. Le temps qu'il fasse ça, donc là, on a installé, non, on n'a pas encore installé l'Argo CD. Je vais préparer ça. Il faut que j'ai mon IP quand même. J'ai un truc qui me donne le balancer. On va voir où ils sont. Ok, j'ai les 2 IP, donc je peux lancer l'installation d'Argo CD. Donc là, si on regarde les pods, normalement, il ne m'installe pas Argo CD. Je sais. J'ai plusieurs clusters. Je n'ai pas fait gaffe, j'étais sur le contexte d'un autre cluster, donc il est en train d'installer Argo CD dans un autre cluster. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais charger. Ok. Donc là, j'ai configuré directement pour être branché sur les. Ah bah si, il avait installé sur le bon, je suis con. On va le relancer. C'est déjà fait. Voilà. Donc là, il essaie de se connecter sur Argo CD. Il se connecte sur Argo CD. Oui, c'est pas sécurisé. Faut qu'il ait fini quand même. Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait? On va faire ça. Il est moins regardant. Donc c'est un certificat autogénéré, non? Attends, j'ai du réseau. Alors, Argo CD. Est-ce qu'il tourne bien? Il tourne
fonctionne bien. D'ailleurs, je vais mettre un canefs, ça sera plus visible pour vous. Ok, il tourne. Je vérifie que j'ai bien mon ingress. Tac. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. C'est bien ça, normalement. Là, il commence à faire chaud, là. Hop. HTTPS. Je vous ai dit que c'était plus long. Ok, c'est bon. Ok, c'était juste le temps que le firewall, en fait, et tout le montage réseau au niveau de Google Cloud soit prêt, en fait. Donc, il m'avait déjà donné les IP, les adresses, mais en fait, il n'était pas vraiment running. Voilà, j'ai mon Argo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est la partie changement de mot de passe qui a dû merder. Eh ben, c'est pas grave, on va changer ça tout de suite. Hop, alors. Tac, 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 j'ai lancé trop tôt. Voilà, c'est ça que je cherche. Ouais, la requête, elle est un peu compliquée. Ah, c'est pas la bonne que j'ai prise. Je vais y arriver. J'aurais mieux fait de détruire le cluster et moins de détruire Argo CD et de le recréer. Parce qu'en fait, par défaut, il a un mot de passe qui est super compliqué. Et pour les démos, c'est pas terrible. Voilà le mot de passe par défaut. Et donc ça, je vais le changer. Il y a une commande Argo Login qui va bien pour changer ça. Ok. Alors il faut que je set l'IP. J'aurais mieux fait de le faire. L'effet démo, faut pas lancer trop tôt, c'est parti trop vite. Et l'IP, tac, 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 l'IP. Cette IP, c'est ça. Donc c'était. Ok, je l'appelle IP. Donc ce que je suis en train de faire, c'est simplement faire en sorte de pouvoir me connecter sur Argo CD de manière simple. Avec un mot de passe pas du tout secure, mais il ne faut pas faire ça, mais c'est quand même vachement plus pratique. S'il veut bien, donc la première étape, c'est normalement on se log et après on peut changer le mot de passe. Et il a décidé qu'il me boudait. Bon, je vais faire simple. Maintenant qu'il a tout mis en cache, ça va aller vite. Faut pas faire ça. Hein. Mais ça, c'est l'effet des mots. Grace période. Oui, c'est un moins. Donc là, je fais la grosse brute. Et
Voilà. Donc là, j'ai fait la brute. Je répète, ne faites pas ça. Ça va aller plus vite que rechercher à lui me loguer, passer le mot de passe. Donc là, ça a été un effet de bord. Comme la partie firewalling et load balancer n'étaient pas ready, en fait, il m'envoyait des trucs qui n'étaient pas bons. Et dans mon script, je n'ai pas assez attendu et je suis passé sur la partie config. Donc là, je reviens dessus. Je fais un refresh parce que le certificat n'est pas bon. Voilà, je sais, je suis au courant. Ah tiens, c'est mieux ça. C'est encore mieux là. Je vais vérifier ce que j'ai fait. Super. Aïe, aïe, aïe. Les dieux de la démo ne sont pas avec moi. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ne veut pas que je colle. Hein. On va faire la sienne. Ça, c'est pas normal du tout. 404, ça, c'est moi, ce genre d'erreur là, c'est même pas un 404, c'est même pas trafic. Là, c'est au niveau des load balancers de GCP. Ils m'envoient un truc qui est pas bon en fait du tout. Parce que normalement, même là, si je faisais en HTTP sur quelque chose, je devrais avoir un 400. Bah là, j'ai un 404, c'est bien. Mais c'est le. Mais c'est quel URIP qui m'a pris? J'aurais pas fait une connerie, moi. C'est laquelle, la 400? J'ai fait une connerie. C'était celle-là. Ok, et bah ça peut pas marcher forcément. C'est en HTTPS. Oui, ok. C'est moi qui ai fait une connerie. Bon, là, promis, ça va marcher. Du coup, j'ai envoyé. Je l'ai configuré pour utiliser le endpoint qui est disponible en HTTP en disant qu'il était en mode HTTPS Secure. Donc du coup, ça fait... Pourquoi il ne veut pas tout me supprimer? Voilà. J'ai vérifié quand même l'histoire du load balancer, ce que je lui ai mis. Donc en IP, j'ai mis 61. Bon, 161, 10. Ok. D'habitude, ça se passe bien à Go. Déjà, est-ce que j'arrive à le voir? Contrairement à tout à l'heure. Ouais, si je mets pas là... Oui, ça avance. Il est en train de démarrer, c'est normal. Voilà. Voilà. Je sais même plus quel est mon mot de passe. Tac, 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 c'est admin. Ouais.
Donc là, en théorie, on a un cluster qui est prêt à héberger toutes les applications à façon Argo CD, quoi. Continuons quand même. On le teste. Il nous reste 5 minutes pour le tester. Vous êtes prêts? Il va falloir aller vite. Hein. Ça va. Là, normalement, les scripts sont plus simples. Alors, tac, tac, tac. Il faut que je récupère l'IP. 5 minutes, je vous ai dit. Alors, on ne va pas s'ennuyer avec les certificats où à chaque fois ils demandent de rafraîchir, machin chose. On va utiliser un certificat qui sera... Bon, on va passer en clair, pour faire simple. Alors, je vais installer une application Argo, mais toute bête. Je ne vais pas faire du DAL, s'il vous plaît. Ça a été traumatisant la dernière fois. Je vais installer un Hello World tout bête. Hein, 4, 0. Ouais, c'est ça. Donc lui, il va simplement déployer un fichier statique qui va bien, qui est sur ce repo-là. Donc, K1, apply. Donc là, j'ai une application Argo CD. Pas maintenant. Normalement, il va essayer de la déployer, s'il veut bien. Oui, le certificat. C'est pour ça que je passe en clair. Donc là, il y a l'application Hello World. Alors, bon, elle ne va pas marcher. C'est normal. Elle est configurée, pas avec l'IP. Si vous voyez, si vous avez des yeux de lynx là-bas, ça vous donne des points d'expérience. L'IP, c'est 127.0.0.1. Donc forcément, c'est pas bon. On va la changer. Donc, je vais aller... Ouais, c'est là. J'ai récupéré l'IP. Je change en fait dans mes configurations globales tous mes endpoints. Je pousse ça sur Git. Voilà, c'est poussé sur Git avec un petit effet visuel, ça meuble. Je vais lui dire de rafraîchir parce que normalement, alors Argo CD, toutes les 3 minutes, il check le truc. Potentiellement, il a pu passer comme pas passé. Par contre, dans les 3 minutes, je suis sûr qu'il soit passé, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc maintenant, on va voir si ça marche. Yes, vous êtes trop fort. On arrive dans les temps, donc c'est super. On arrive à la fin de cette aventure. C'était difficile. On a réussi à mettre en place un système qui est, ma foi, assez robuste, qui est isolé. Ça permet d'avoir des clusters dédiés à tous les projets qui en auront besoin. Le côté un peu négatif, c'est que par contre, on consomme pas mal d'infrastructures que ce qui était prévu. Ils espéraient, la guilde des décideurs, que on allait réutiliser l'infrastructure actuelle. On a perdu un peu d'or pour ça, mais c'est pas grave, on a réussi à le mettre en place quand même. On va fêter tout ça. Donc au final, on a résolu quand même 9 issues. On a 10 story points. Vous finissez niveau 3 avec 5 pièces d'or. Vous avez perdu un peu d'or au passage, c'est le coût de l'infra. Il nous reste 30 secondes, juste dans les grandes lignes, l'écran du MJ pour aider, en fait, qui résume tout. Selon mon point de vue, les différences, avantages, inconvénients entre capsule, vCluster, cluster API. Capsule est très limitée dans ce qu'il permet de faire parce que vous créez des tenantes. Vos tenantes, ils sont isolés dans des namespaces et ils n'ont pas le droit de, par exemple, installer un Argo CD parce qu'un Argo CD, ça va créer des ressources qui ne sont pas namespacées, qui sont globales au cluster. Du coup, vous ne pouvez pas installer un Argo CD dans le cluster. C'est un peu gênant. Après, vous pouvez utiliser Argo CD, mais c'est quand même compliqué. Il faut créer des projets, des trucs comme ça, parce que c'est pareil, vous avez un seul point d'entrée. C'est très compliqué, c'est très galère. Par contre, en termes de mutualisation, optimisation, c'est top. En termes d'isolation, sécurité, c'est moyen, en fait. Notamment, on peut avoir pas mal de trucs qui dérapent. En termes de vitesse de création, c'est super rapide. vCluster, c'est super en fonctionnalité. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un cluster à vous. Vous pouvez décider quelles sont les ressources que vous synchronisez entre la partie haute et la partie basse. Alors, il faut savoir que le principe de vCluster, c'est qu'il a des couches hautes et une couche basse. La couche haute, ça serait vos trucs spécifiques à vous. Vous installez quelque chose avec vos propres CRD. Vous allez mettre dans la couche haute. Par contre, vous déployez des pods. Des pods, ils sont déployés en dessous, en fait. Et donc, il y a une espèce de projection entre ce qui est déployé en dessous et ce que vous voyez entre les deux.
Par contre, quand vous êtes de pilote, vous voyez tout, en fait. Et vous pouvez dire, je synchronise telle ressource, donc par défaut, forcément, les pods sont synchronisés, mais vous pouvez dire, je vais synchroniser, par exemple, mon système de storage, je vais synchroniser mon système d'ingress, ou pas, ou vous pouvez laisser complètement séparé. Donc c'est très libre et c'est très puissant. En termes de coût, l'overhead est assez léger quand même. Isolation, sécurité, on peut aller beaucoup plus finement sur justement ce qu'on peut séparer ou pas. Et on arrive à la fin. Et en vitesse de création, c'est très rapide. Et puis voilà, merci à vous. Si vous voulez très rapidement vous amuser avec ça, il y a toutes les ressources qui sont utilisées. Les images, c'est Midjourney, c'est pas moi. La présentation, vous pouvez la retrouver avec les démos qui sont là, donc CAS, Hero. Et puis, faites des feedbacks, s'il vous plaît. Vous pouvez vous applaudir aussi parce que vous avez été fort et patient. Merci.